Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 19 septembre. À la une de l'actualité, le produit algérien s'illustre à Düsseldorf en remportant le prix du meilleur produit africain au prestigieux salon Lubricant Expo Europe. Et un exemple ce matin du savoir-faire local avec une usine de fabrication d'équipements automobiles 100% algérienne, désormais tournée vers l'exportation. Nous ferons le point à Raza où les attaques sunnites s'intensifient pour contrôler le centre et forcent des dizaines de milliers de Palestiniens au déplacement. Au même moment, le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à adopter une résolution de cessez-le-feu dans l'enclave. Une honte pour l'humanité, a affirmé l'ambassadeur Benjamin. Nous l'écouterons tout à l'heure. Et nous vous proposons dans ce journal un voyage dans le temps, à l'époque médiévale où Béjaïa était un centre de rayonnement culturel et de savoir. La ville côtière attirait des savants, explorateurs et érudits de nombreux pays. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal par un volet économie avec tout d'abord ce coup d'éclat du produit algérien qui a décroché le prix du meilleur produit africain à Düsseldorf en Allemagne lors d'une prestigieuse salon Lubricant Expo Europe, une consécration qui met en valeur le savoir-faire de nos entreprises nationales et qui confirme encore une fois leur capacité à rivaliser avec les plus grandes firmes de renommée mondiale. Essia Ghalib et Maïsal Bouahla. L'excellence algérienne a encore une fois brillé à l'international et cette fois-ci c'est à Düsseldorf où Petro Baraka a été distingué pour son lubrifiant sacré meilleur produit africain. L'entreprise a également décroché le prix du meilleur exposant au Lubricant Expo Europe 2025. Elle s'est distinguée parmi 80 pays participants. Nous gardons de précieux souvenirs de ce salon marqué par une forte participation d'exposants venus de différents pays, leaders dans le segment des lubrifiants, huiles et dérivés. Petro Baraka a présenté une large gamme de produits alliant technologie de pointe et savoir-faire algérien. Nous tenons à remercier l'entreprise pour cette participation remarquable, couronnée par le prix du meilleur exposant et du meilleur produit africain de l'année 2025. L'entreprise a donc porté haut les couleurs nationales, prouvant que l'innovation algérienne est capable de rivaliser, d'exporter et de transformer le potentiel industriel du pays en succès concret. Cette distinction nous honore et honore l'Algérie ainsi que l'ensemble des pays africains. Cette consécration vient récompenser de grands efforts soutenus par les facilitations mises en place par l'État algérien pour accompagner les industriels. L'ambassade d'Algérie à Berlin accompagne et soutient aujourd'hui cette entreprise qui représente fièrement le pays à l'un des plus grands salons du monde dans le domaine des huiles et lubrifiants. L'entreprise y a participé avec force, combativité et une qualité de produit qui rivalise avec celle des plus grandes firmes internationales. De Biskra à Düsseldorf, l'histoire de cette entreprise illustre la montée en puissance de l'industrie algérienne qui a su transformer un savoir-faire local en reconnaissance internationale, fruit d'une vision stratégique fondée sur l'excellence et l'ouverture aux marchés mondiaux. Un exemple du savoir-faire algérien dans cette usine de fabrication d'équipements automobiles. Implantée à Tizi Ouzou, l'unité est spécialisée dans les plaquettes de frein pour véhicules lourds et légers. Et après 6 ans d'évolution, elle se tourne aujourd'hui vers l'exportation. L'usine a vu le jour grâce au soutien de l'État et à l'engagement d'un jeune Algérien passionné. Lakhdar Kawen et Badia Amandi. Il s'appelle Qais Ait Ahmed. Ce jeune Algérien a longtemps vécu à l'étranger et il a choisi de revenir dans son pays pour participer au développement économique. Sur les hauteurs de Tizi Ouzou, il a implanté son usine Icam Auto-Industrie, pionnière dans la fabrication locale de plaquettes de frein. Son investissement est réalisé grâce à l'accompagnement de l'État.
Nous avons réussi grâce au soutien de l'État qui encourage l'investissement et l'industrie locale. Le taux d'intégration est de 100% puisque la matière première nous parvient de l'usine d'Al Hadjar. Nous fabriquons un produit de qualité et nous avons créé plus de 250 emplois directs. Nous sommes revenus en Algérie, chers à nos cœurs, pour participer pleinement à son développement. Depuis que nous avons intégré cette entreprise, nous avons bénéficié d'une formation de haut niveau. Nous avons acquis de l'expérience qui nous a permis de produire toutes sortes de plaquettes de frein. La première étape de fabrication commence ici. C'est à partir de ces plaques d'acier provenant du complexe sidérurgique d'Al Hadjar que les plaquettes de frein pour véhicules légers et lourds sont fabriquées. Une production assurée entièrement par des compétences nationales, diplômés des universités algériennes qui ont su relever le défi et produire jusqu'à 10 millions d'unités annuellement. Cette usine nous a ouvert ses portes pour travailler et fabriquer des plaquettes de frein. Nous souhaitons que ce domaine se développe davantage. L'acier que nous utilisons est produit en Algérie. Les plaques d'acier sont découpées ici grâce à des machines utilisant des technologies de pointe. Nous participons au développement de l'économie nationale. Nous comptons exporter nos produits en Afrique. Grâce à la qualité de ses produits, cette entreprise a pu imposer sa marque et répondre à 70% des besoins du marché national dans ce domaine. Les responsables de cette usine comptent même aller à la conquête des marchés extérieurs africains dans une première étape. Nous faisons toutes sortes de tests pour assurer la fabrication d'un bon produit. Nous nous assurons d'abord de la qualité du produit avant sa mise sur le marché. Notre entreprise fait de la formation de ses cadres son cheval de bataille. Notre objectif est de mettre sur le marché un produit aux normes internationales. Nous comptons augmenter notre production pour atteindre 20 millions d'unités en 2026. Nous avons beaucoup d'ambition, notamment l'exportation. D'ailleurs, lors de la foire commerciale intra-africaine, nous avons signé un contrat d'exportation avec une entreprise libyenne qui nous représentera dans plusieurs pays, la Tunisie et l'Égypte entre autres. Nous avons scellé de grands contrats, entre autres avec le groupe Stellantis. L'Algérie étant la porte de l'Afrique, nous comptons aller vers l'exportation. Un exemple de réussite de la jeunesse algérienne qui contribue pleinement au développement économique et à l'autosuffisance dans ce domaine, suivant une stratégie mise en place par l'État, d'autant que l'industrie automobile est en plein essor en Algérie. Et cette réunion, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïd, a présidé hier soir au palais du gouvernement une réunion de coordination par visioconférence avec les walis de la République, les walis délégués et les chefs de daïra en présence des cadres centraux. La réunion a porté sur l'examen d'un nombre de questions liées à la réalité du développement local, tout en évaluant le niveau de préparation en prévision de la prochaine rentrée scolaire et de l'arrivée des saisons d'automne et d'hiver. Et plus que quelques jours nous séparent de la rentrée scolaire. Les ménages s'y préparent notamment avec les achats d'articles, les fournitures de tout genre. Leur destination privilégiée, les salons et foires spécialisées qui pullulent dans le pays en cette période de l'année. Et grâce à leurs prix raisonnables et leurs offres variées, tous les goûts sont satisfaits. Illustration à Oran avec Yasmina Amdi. Cartables et blouses aux couleurs vives, fournitures scolaires étalées à perte de vue. Le salon scolaire prend des allures de véritable vitrine de la rentrée. Entre prix accessibles et offres variées, diversité et tarifs séduisent les visiteurs et attisent leur engouement. Je suis venue acquérir des articles scolaires. J'apprécie énormément la qualité et je trouve les prix très abordables. Les prix et la qualité sont nettement plus intéressants que l'an dernier. Par exemple, les cahiers sont à 40 dinars contre 100 dinars l'année passée. On y trouve des vêtements et des fournitures avec des prix abordables pour tous. Des manuels soigneusement rangés, des fournitures alignées par centaines. Ici,
Tout est pensé pour répondre aux besoins des élèves avec une qualité qui saute aux yeux. Nous avons répondu à l'appel du ministère du Commerce et eux-mêmes nous ont apporté leur soutien en nous offrant des stands gratuits. Les prix sont nettement plus bas que l'an dernier et tout le monde peut en profiter pour acheter. Le salon restera ouvert jusqu'à la fin du mois de septembre, offrant aux familles l'occasion idéale de compléter leurs achats scolaires en toute sérénité. Nouveau service proposé par le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier annonce le lancement officiel de Tasdir. Il permet aux citoyens d'envoyer leurs documents via les bureaux de poste situés dans les chefs-lieux de Daïra pour les faire légaliser au niveau de l'état civil du ministère en vue de leur utilisation à l'étranger. Un service sécurisé, rapide et traçable qui garantit le traitement, le transfert et le retour des documents directement aux citoyens une fois la procédure de légalisation achevée. Le service est le fruit d'une collaboration entre le ministère des Affaires étrangères et celui de la Poste et Télécommunications, représenté par Algérie Post. L'objectif est de simplifier les démarches, rapprocher l'administration du citoyen et ainsi offrir un service consulaire moderne et efficace. Le Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau échoué à adopter une résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. Cet échec est une honte pour l'humanité, a affirmé le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, réaffirmant l'engagement de l'Algérie à soutenir le peuple palestinien comme l'a promis le président de la République Abdelmadjid Tebboune et qu'elle continuera à réclamer l'établissement d'un État palestinien avec Al-Quds al-Sharif en capitale. Amar Benjama a entamé son intervention en s'excusant auprès du peuple palestinien après l'échec de l'adoption de la résolution et suite au veto américain, alors que les 14 autres membres avaient voté pour le cessez-le-feu. Je vous invite à écouter le représentant algérien auprès des Nations Unies. History will not weigh our speeches. لن يحكم التاريخ على خطاباتنا. L'histoire ne nous jugera pas sur nos discours, mais sur nos actes. Lorsque Gaza a été réduite en cendres, lorsque l'enfance a péri de faim, lorsque l'humanité a été exécutée, sachez que 14 membres courageux de ce Conseil de sécurité ont élevé la voix. Ils ont agi avec conscience en relayant les appels de l'opinion publique internationale. Frères et sœurs palestiniens, soyez rassurés. Nous ne céderons pas. Ce n'est pas la première fois que le Conseil de sécurité intervient. La communauté internationale doit assumer sa responsabilité. La Palestine appartient aux Palestiniens et l'Algérie, comme l'a promis notre président de la République Abdelmadjid Tebboune, ne renoncera jamais à la Palestine. Nous demandons toujours la création d'un État palestinien avec Al-Quds comme capitale. Les bombardements sionistes s'intensifient à Gaza et les massacres sionistes sont quotidiens. 3 Palestiniens ont été tués très tôt ce matin après une journée sanglante où plus de 50 Palestiniens ont été assassinés, notamment dans le centre. Les opérations au sol se poursuivent dans cette zone où l'occupant israélien contraint des dizaines de milliers de Palestiniens à fuir et détruit systématiquement habitations et infrastructures. Le point avec notre correspondant Oussam Al-Awadi, commentaire de Majda Jahmed. Les cris de détresse résonnent encore et toujours à Gaza. La machine de guerre sioniste ne semble pas donner de répit aux Gazaouis, faisant chaque jour encore plus de victimes. Cette fois, c'est le camp de Châté qui a été ciblé par les bombardements. Ici, il ne reste plus rien. Des quartiers résidentiels ont été pulvérisés, réduits en poussière. Au milieu des décombres, des femmes, des enfants et des corps abandonnés. L'armée sioniste continue inlassablement de viser les civils. La poussière avait tout recouvert d'un coup. Lorsque nous sommes allés voir, nous avons trouvé des corps de femmes et des enfants allongés à même le sol. 50 martyrs sont encore sous les décombres. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir, faisant plus de 65 000 martyrs et près de 165 000 blessés, selon le bilan établi par les autorités sanitaires palestiniennes.
Nous étions dans les tentes quand soudain des tirs aériens ont bombardé. L'immeuble d'à côté est tombé, il ne reste plus rien, nous n'avons nulle part où aller. Plus loin, un immeuble situé au cœur d'un marché populaire a également été ciblé, là où se rassemblait un grand nombre de civils. Objectif, procéder à un nettoyage ethnique. Cibler les immeubles et les marchés populaires est une manière de nous forcer à fuir et nous déplacer vers l'inconnu. Mais les Razaouis restent plus que jamais accrochés à leur terre malgré les bombardements. En quelques jours seulement, plus de 4000 bombes ont été larguées, détruisant des villes entières. Les armes les plus redoutables ont été utilisées sans relâche contre les Razaouis. Des attaques qui visent à anéantir la population. Mais malgré tout, les Razaouis restent plus que jamais attachés à leur terre. Et les attaques sionistes qui se poursuivent également en Syrie ont été condamnées hier par le représentant algérien auprès de l'ONU, s'exprimant au Conseil de sécurité de l'ONU au nom du groupe des A3+, à savoir l'Algérie, la Somalie, la Sierra Leone et le Guyana. Amar Benjama a appelé la communauté internationale et l'ONU à soutenir le processus de paix, le processus de politique en Syrie. On l'écoute. The Syrian people look to tomorrow. Le peuple syrien aspire à un avenir meilleur, rempli d'espoir et d'attente. Les perspectives demeurent grandes, mais les défis restent complexes et difficiles à surmonter. Comme nous l'avons toujours affirmé, nous sommes prêts à nous engager de manière constructive pour aider le peuple syrien à bâtir un futur meilleur et à renforcer le dialogue entre Syriens. Nous saluons également les efforts du gouvernement syrien pour instaurer la sécurité et la stabilité et nous demandons un cessez-le-feu total avec l'exigence que les armes soient exclusivement aux mains de l'État syrien. Nous réaffirmons enfin l'importance d'un processus politique global dirigé par la Syrie elle-même, car il est essentiel que les Syriens déterminent eux-mêmes le destin de leur pays. Et en France, le bras de fer est engagé entre les syndicats et le gouvernement. L'intersyndicale réunie ce matin a donné jusqu'à mercredi au nouveau Premier ministre pour répondre à leurs revendications et menace d'une nouvelle journée de grève et de manifestation. Cet ultimatum survient au lendemain d'une large mobilisation contre les mesures d'austérité budgétaire. Plus d'1 million de personnes ont manifesté hier dans tout le pays, procédant à de nombreux blocages. Correspondance de Afaf Belhouchet. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Les slogans claquent comme des coups de tonnerre dans un ciel social chargé. Caricaturés en une des pancartes, le président Macron et son tout nouveau Premier ministre cristallisent la colère d'une foule qui ne décolère plus. Nos revendications, je pense que c'est les mêmes qu'un peu tout le monde. D'abord, je pense que la première chose, c'est le départ du corps nu. Mais autrement dit, en fait, je veux dire, le but quand même, il y a un moment, c'est de faire tomber le gouvernement. Et ils étaient nombreux à le dire. Des cortèges s'étirant de Marseille à Lille, de Nantes à Montpellier, des colonnes humaines sans fin dans Paris. À 17h, l'intersyndicale CFDT, CGT, FO, Solidaire, FSU et d'autres se félicitaient d'un succès historique. Cette nuit sans fin du macronisme, on n'en peut plus. C'est plus possible qu'en permanence on nous fasse les poches pour éponger les frasques des multinationales et des ultra-riches. Moi, le message que j'ai à dire aujourd'hui à Monsieur Le Cornu, c'est que c'est la rue qui doit écrire le budget. Et si ça n'est pas le cas, c'est Monsieur Le Cornu qui finira à la rue. C'est important aujourd'hui que le message qu'envoie le monde du travail aux responsables politiques et aux employeurs qui ne doivent pas se dédouaner de leurs responsabilités, qu'aujourd'hui, il y a un budget qui doit être construit et qui ne peut pas se faire sur le seul dos des travailleurs et des travailleuses. Un discours conforté par l'ampleur de la grève, plus d'1 million de manifestants selon la CGT et à peine 280 000 d'après le ministère de l'Intérieur. Dans la fonction publique d'État, 11% des agents absents avec des pics bien plus hauts dans l'éducation nationale. Dans les universités, 14 facultés bloquées, des actions dans 60% des campus et 110 000 jeunes mobilisés. Et jusque dans l'énergie où EDF a enregistré une baisse équivalente à 4 réacteurs nucléaires à l'arrêt. Ce que ça veut dire, c'est que les Français ont décidé de relever la tête et de se battre pour leur dignité, pour une raison bien simple. C'est que le pacte social est au bord de la crise de nerfs, mais pour des raisons évidentes qui ne sont plus contestables. Cette année,
on a franchi le niveau record de 9,8 millions de personnes pauvres dans ce pays. Lever la tête, mais aussi viser directement la tête de l'exécutif. Le symbole est fort. Bercy, temple de l'argent public et siège du ministère des Finances, a été encerclé par des cortèges syndicaux dans une ambiance tendue, mais globalement calme. Il est hors de question qu'on continue la même politique. Il est hors de question qu'alors que la France et les Français n'ont jamais été aussi pauvres, alors qu'il y a 2000 enfants qui dorment dans la rue cet été, on continue toujours à faire payer les mêmes. Face à cette marée humaine, un dispositif policier d'une ampleur inédite depuis les Gilets jaunes, 80 000 policiers et gendarmes, 24 blindés, 10 canons à eau. Malgré la démonstration de force, les incidents ont éclaté. Vitrines brisées à Paris, gaz lacrymogène, 22 interpellations à Marseille et 7 dans la capitale. La Macronie aujourd'hui ne tient plus que par le fil à la fois de la peur et de la répression. Et qu'il est absolument scandaleux qu'un ministre de l'Intérieur démissionnaire déploie un effectif de police et de gendarmes sur 3 dans le pays, avec des consignes très claires qui ont été données, qu'on a vu ce matin notamment avec des lycéens qui ont été matraqués et gazés, avec un dépôt de bus qui a été débloqué, avec des moyens qui sont complètement disproportionnés. Des accusations de répression balayées d'un revers de main par le ministre démissionnaire de l'Intérieur. Mais derrière les chiffres et les affrontements, une vérité s'impose. Un Français sur 2 soutient ou approuve cette mobilisation. Et dans ce climat d'exaspération généralisée, un risque plane que ce gouvernement déjà affaibli ne dure guère plus longtemps que ses prédécesseurs. Car à la crise sociale s'ajoute désormais la perspective d'une crise institutionnelle sur fond de France fracturée et de défis multiples. Retour dans le pays, nous vous proposons un présent, un voyage dans le temps, à l'époque médiévale où Béjaïa était un centre de rayonnement culturel et de savoir. La ville côtière attirait des savants, explorateurs et érudits de nombreux pays, des personnages illustres qui ont marqué de leur empreinte l'histoire des sciences. Reportage de Hicham Daouf. Durant la période médiévale, Béjaïa a été un véritable foyer de savoir et de culture, attirant de nombreux savants qui ont laissé une empreinte marquante dans divers domaines tels que la philosophie, les sciences, la médecine et la poésie. Cette zaouia existait au XVe siècle et ce nom revient au nom du Cheikh Sidi Touati qui était là, qui était un wali Salah et il était un grand savant. Durant cette époque-là, l'amiral ottoman Piri Reis avec son oncle Kamal Reis, ils sont venus ici à Béjaïa où ils ont hiverné 2 ans dans l'institut des Sidi Touati. L'amiral Piri Reis a donné vraiment des précisions dans son livre Kitab al-Bahri sur le saint Touati. Il a donné des informations très précises sur la ville de Béjaïa. Donc comment il faisait? Il côtoyait les captifs espagnols et les captifs portugais et il y avait certains qui faisaient partie de l'expédition de Christophe Colomb. De là, il a pu avoir des informations pour établir ses cartes et son fameux livre, une grande œuvre, Kitab al-Bahri. Et Piri Reis a assisté à l'agression de Béjaïa par les Espagnols. Béjaïa était également connu pour ses universités et ses écoles, où de jeunes érudits étudiaient diverses disciplines. Nous sommes au quartier Sidi Wali, à côté du musée de géologie, et vous êtes ici dans un espace qui s'appelle Espace Ibn Raqam, la placette Ibn Raqam. Pourquoi Ibn Raqam? Parce que Ibn Raqam est un éminent astronome andalou de Béjaïa. Il est mort en 1315, mais il était ici à la fin donc du XIIIe siècle et il a réalisé ici à Béjaïa des tables astronomiques qui sont mondialement connues. Ces tables servent à déterminer par exemple l'horaire de la prière, le début du mois de Ramadan, etc. Et vous voyez ici, donc, puisque Ibn Raqam est un éminent donc, astronome, nous avons ici conçu ce cadran solaire horizontal qui permet donc à des scolaires de venir ici et de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Béjaïa a longtemps été un centre intellectuel et culturel notable, surtout durant le Moyen-Âge. Les savants et intellectuels qui y ont résidé ont eu un impact significatif sur son histoire. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.